Maria Popescu, vous êtes accusée d'avoir commis un homicide sur la personne de votre belle-mère, Madame Lelia Popescu, d'avoir commis une tentative d'homicide sur la personne de votre beau-père, Monsieur Stelian Popescu, d'avoir commis un homicide sur la personne de Lina Mori, votre bonne. Les circonstances dans lesquelles vous avez exécuté ces crimes font du crime d'homicide que vous avez commis le crime d'assassinat, prévu et puni par l'article 112 du Code pénal suisse. Vous êtes encore accusé d'avoir soustrait à Madame Jacqueline Barbet des draps, des têtes d'oreiller et des linges, d'avoir soustrait au préjudice de messieurs Plojou et compagnie une montre de dame couverte de diamants et de rubis, d'avoir soustrait à Madame Viorica Magalka un coudrier en or. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous parler de Maria Popescu. C'est une très vieille affaire, donc je n'ai pas beaucoup de photos. Et je tiens à m'excuser d'avance, car dans certains articles, le nom de famille de son mari s'écrivait Popescu et dans d'autres Popescu, donc j'ai dit un peu des deux, donc veuillez m'excuser d'avance. Donc on va pas tarder, on va commencer cette vidéo. Prenez un petit truc à boire ou un petit truc à manger et installez-vous bien. Et c'est parti! Maria Popescu est née le 4 septembre 1919 dans une famille aisée en Roumanie. Son père était un magnat du pétrole et sa mère était issue d'une ancienne famille roumaine. Malgré l'opposition de son père, elle s'est mariée avec le fils de Stelian Popescu, qui était un ancien ministre de la justice de Carol II et propriétaire du plus grand journal de Roumanie, l'Universul. En 1942, Maria Popescu et son mari ont quitté la Roumanie pour la Suisse, d'abord à Berne, puis à Genève, afin d'échapper aux ravages de la Seconde Guerre mondiale qui secouaient l'Europe. Vivant dans un cercle social composé de privilégiés internationaux, Maria Popescu était déconnectée de la réalité, des restrictions, des coupons de rationnement et de la crise que la Suisse et ses habitants traversaient à cette époque. Un mercredi en 1945, Maria est arrêtée à Genève pour avoir empoisonné 2 de ses proches et pour tentative d'empoisonnement sur un autre proche. Le 20 décembre 1946, elle a été condamnée par la cour d'assises de Genève à la réclusion à perpétuité pour avoir empoisonné sa belle-mère Leila Popescu, sa femme de chambre Lina Mori, et tenté d'empoisonner son beau-père Stelian Popescu. Bien qu'elle clamait son innocence, elle a été condamnée à la détention à vie. Une première pour une femme en Suisse. Avant 1945, aucun cas d'empoisonnement par véronal n'était répertorié dans l'histoire de la médecine légale, car cette substance est très amère et difficilement soluble, ce qui la rend peu propice à l'ingestion. Cependant, l'accusation portée contre Maria Popescu reposait sur l'utilisation du véronal. On prétendait qu'elle l'avait utilisé pour empoisonner sa servante Lina Mori, l'épouse de Stelian Popescu, qui est en réalité décédée d'un cancer du sein, et Stelian Popescu lui-même
en ingérant une dose de lactéol qui aurait supposément contenu du véronal prise pour lutter contre la grippe intestinale. De plus, on ne connaissait aucun motif justifiant les meurtres commis par Maria, car selon la législation roumaine, elle n'aurait pas pu hériter n'ayant pas d'enfant. En 1953, le professeur Anton Gordonov a démontré que la femme de chambre, la belle-mère et le beau-père consommaient régulièrement un somnifère appelé Quadronox qui contenait principalement du véronal à l'époque des faits. Par conséquent, il a prouvé ultérieurement que la présence de cette substance dans les corps des victimes présumées ne constituait pas nécessairement une preuve de meurtre. Stelian accuse sa belle-fille Maria le 25 juillet 1945 à Genève. Il prétend qu'elle a essayé de l'empoisonner avec des comprimés lactéol prétendument destinés à traiter sa grippe intestinale, mais qui contenaient en réalité du véronal. Stelian a pris ces comprimés le 13 juillet après le déjeuner, sur les conseils de Maria. Il se sentait bien l'après-midi et avait bon appétit. Cependant, il ressentit une étrange fatigue pendant la nuit et fit appel à son médecin pour lui faire part de ses soupçons envers Maria. Le médecin examina l'état du patient qui ne semblait pas alarmant et lui administra seulement une injection de vitamine B. À la demande de Stelian, des recherches furent effectuées à la clinique, révélant la présence de véronal dans son urine. Le cas mentionne également le supposé suicide de Lina Mori, la femme de chambre, le 23 juillet 1945. Maria signala à la police que Lina s'était enfermée dans sa chambre. Après avoir forcé la porte, Lina Mori fut retrouvée morte avec des coupures superficielles au poignet droit. Une lame de rasoir a été retrouvée sur le tapis. Des traces de véronal furent également découvertes dans l'urine de Lina. Le cas évoque également la mort de l'épouse de Stelian, décédée à l'hôpital des suites d'un cancer du sein. Des traces de véronal furent également trouvées chez elle. Cependant, il est mentionné que Maria aurait empoisonné sa belle-mère lors d'une visite à l'hôpital en injectant du poison par intraveineuse, ce qui est remis en question par un expert médical. Le procureur relate aux jurés une histoire de poison et de meurtre, ce qui les amène à croire à la culpabilité de Maria. Après avoir commencé une nouvelle vie en prison, Maria décida de ne pas se résigner et de se défendre. Elle demanda à 2 reprises la révision de son procès. La première demande en février 1950 avec l'aide de son avocat. Jean Poncet révéla les lacunes de la première procédure et permit de porter un regard différent sur les protagonistes du drame. Cependant, elle fut déboutée. Ce sont les éléments présentés lors de la deuxième demande de révision défendue par l'avocat Georges Braunschweig qui remirent en question de nombreuses certitudes de culpabilité acquises trop rapidement lors du procès de 1945. La demande de révision, déposée en décembre 1952, aboutit à l'acceptation d'un complément d'information concernant les analyses toxicologiques. En effet, l'accusation reposait en 1945 sur le fait que Maria était la seule en possession de barbiturique sous forme de véronal. Cependant, les experts confirmèrent la présence d'une quantité importante de médicaments, notamment des barbituriques sous forme de quadronox au domicile des Popescu, utilisés entre autres par Stelian et Laïla. De nombreuses incohérences furent également mises en évidence, telles que les 5 heures écoulées entre la supposée prise de barbiturique par Stelian et son malaise violent nécessitant son hospitalisation, ainsi que le décès de Laïla, atteinte d'un cancer terminal dont la prise de barbiturique aurait pu être liée au quadronox, mais qui n'a pas été recherché. Malgré ces éléments solides qui suscitèrent un soutien important de l'opinion publique, y compris au-delà des frontières genevoises,
Maria fut de nouveau déboutée. Lors de la session du Grand Conseil genevois le 13 janvier 1957, Maria déposa une demande de grâce. Après 11 ans et demi de captivité, sa demande de grâce fut acceptée, malgré l'avis défavorable de la commission de grâce, dont le rapporteur était Pierre Jacou. Ce dernier vint en aide à la magistrature genevoise qu'il pensait attaquer, mais le Parlement vota massivement en faveur de la grâce de Maria. Elle fut libérée de la prison de Rolle le 31 janvier 1957. Maria a vécu une vie marquée par des défis et des sacrifices. Après son séjour à Zurich, où elle n'avait pas de qualification préalable, elle a dû réapprendre à vivre et à se réinsérer socialement en tant qu'apatride. Cela signifie qu'elle était une personne dépourvue de nationalité et donc confrontée à des difficultés supplémentaires pour s'intégrer dans la société. En 1961, elle a fait venir son père en Suisse, mais cela n'a pas été un processus facile. Elle a dû payer au régime communiste roumain, qui était devenu très restrictif et traitait les individus comme de simples marchandises. Malgré ces obstacles, Maria a réussi à adopter et à élever un enfant en Suisse, ce qui témoigne de sa détermination et de sa capacité à reconstruire sa vie. Par la suite, Maria a choisi de se retirer dans un endroit calme entre un lac et des montagnes, cherchant sans doute la tranquillité et l'anonymat. Elle a préféré vivre discrètement, loin des projecteurs. Cependant, le 25 mars 1965, elle a fait une brève apparition publique en insistant au recours en révision de Pierre Jacou, probablement pour montrer son soutien ou exprimer son intérêt pour cette affaire. Au fil des années, Maria a réussi sa réinsertion sociale et a pu profiter des joies d'être mère et grand-mère. Malheureusement, elle est décédée le 3 novembre 2004 dans la discrétion, emportant avec elle son innocence et sa détermination à clamer son innocence tout au long de sa vie. L'histoire de Maria est un exemple poignant de résilience et de persévérance face à l'adversité. Même confrontée à des difficultés considérables, elle a réussi à refaire sa vie et à trouver le bonheur malgré les épreuves. D'ailleurs, Maria a publié un livre en 1961 intitulé Entre deux mercredis, qui traite de l'affaire en question et offre également un témoignage sur les structures carcérales suisses de l'époque. Ce livre met en lumière les conditions de vie en prison en Suisse, de manière crue et sans artifice. Il présente un témoignage émouvant où l'argot des détenus transparaît parfois brutalement. En plus d'être un cas unique, ce livre semble avoir contribué de manière douloureuse à la réforme ultérieure des établissements pénitentiaires suisses ainsi qu'à certaines méthodes judiciaires. Le projet historique de l'Université de Bâle a étudié les représentations des femmes délinquantes dans le passé en Suisse et leur relation avec les attentes de la féminité normale. L'article mentionne que Maria est décrite comme une femme dangereuse, voire une femme fatale, ce qui n'est pas unique dans l'histoire suisse. La représentation des femmes délinquantes est souvent liée à certaines idées de la subjectivité féminine et de la normalisation des pratiques. L'article souligne également que l'image de Maria dans les médias était contradictoire. D'un côté, elle suscitait la fascination en raison de son apparence, mais d'un autre côté, elle était également perçue de manière négative. Il est mentionné qu'elle ne correspondait pas à l'image habituelle d'une femme fatale, contrairement à ce que un journal a écrit. Les incidents tragiques se sont produits dans un appartement apparemment sérieux et tranquille, mais son comportement, son silence et son contrôle ont joué en sa défaveur dans les journaux. Elle a également été accusée de penchant incontrôlable pour le luxe de débauche et d'une relation extra-conjugale avec un jeune médecin. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu.
Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.